Très bien. Yes. Super. Oui. On se dit qu'on commence ? Allez. Bon, déjà, merci à tous d'être venus ce soir pour nous écouter parler de notre Rex sur la mise en place du design system chez Igral. Je vais pas forcément présenter en détail Igral ou Eleven Labs, mais du coup, nous, en fait, on travaille chez Eleven Labs et on est consultant chez Igral qui a monté une task force pour, en gros, redévelopper une partie de leurs produits et en profiter pour mettre en place un design system. Je vais laisser du coup les deux autres participants se présenter. Yes. Du coup, moi, c'est Fabien. Je travaille donc chez M depuis 4 ans. Donc, mon rôle sur la mission Igral était des architectes JS. C'est-à-dire du coup de start-up le projet, de définir les outils et les bonnes pratiques, et aussi être là du coup en support pour la conception technique. À toi, Victor. Yes. Salut tout le monde. Donc du coup, moi, pareil, je suis Victor et je suis dev front, pareil. Du coup, l'idée c'était de participer à la refonte de Account, d'Igral et donc du coup de monter le design system également en parallèle. Et du coup, moi, donc Pierre, donc moi je suis product owner chez Eleven Labs depuis à peu près maintenant 4 ans. Et effectivement, donc j'accompagnais la squad Account Refactoring chez Igral, qui est un peu plus complète que juste Fabien et Victor. Dans la squad, on a du coup 2 autres membres. Mais voilà, on n'est pas non plus mettre toute la squad pour faire le Rex, mais en tout cas, on est un peu plus nombreux que ça. On va, pour vous parler un petit peu de notre Rex, on l'a découpé en plusieurs parties. On va juste déjà se mettre d'accord tous ensemble sur la définition d'un design system pour être sûr qu'on soit à peu près tous au même niveau de compréhension, parce que c'est peut-être pas forcément un terme que vous utilisez, vous avez déjà eu dans vos missions. On va après vous dire un peu comment, pourquoi, quels sont les challenges qu'on a rencontrés, comment on a un peu essayé de les contourner, etc. Et finir par toute une partie de petites recos avec une séance de questions-réponses à la fin qui durera, je crois, à peu près 10 minutes. Voilà. D'ailleurs, au sujet des questions, le plus simple pour nous, je pense, ce sera de les garder pour la fin. Comme ça nous permettra de mieux tenir les timings. Et comme ça, voilà, on se garde tout ça pour la fin. Alors, qu'est-ce qu'un design system ? Un design system, ça peut prendre une multitude de formes et ça peut regrouper tout un tas d'outils. C'est pour ça qu'on va parler d'écosystème. Il faut bien comprendre qu'un design system, c'est pas du tout juste une charte graphique, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Sur lequel on va avoir plein d'outils qui vont pouvoir être, la plupart du temps, c'est accessible en ligne sur du cloud. C'est accessible par tout le monde à tout instant du projet. Et en gros, on a plusieurs départements qui vont être impliqués là-dedans. Alors, c'est pas que technique, c'est pas que design, c'est tout. Il y a du produit, il y a du marketing, il y a du design, il y a tout le monde dedans. Et donc, on va retrouver forcément des choses communes avec la classique charte graphique, mais du coup, on va pouvoir rentrer un peu dans le détail un peu après. Du coup, comme a dit Pierre, il y a des règles et aussi des fondamentaux. Donc, les fondamentaux d'un DS, c'est d'être composé seulement de composants UI. Ça ne doit jamais contenir du coup de logique métier, mais c'est aussi indépendant du coup des données de son chargement. On doit aussi du coup bénéficier d'une documentation et d'exemples d'utilisation. Et ensuite, il y a d'autres fondamentaux que Victor va présenter par la suite. Voilà. Ouais. Alors, du coup, au niveau de ce qui va être typographie, ça va être super important d'avoir une cohérence au niveau du texte. Donc, séparer les titres des textes également et d'avoir un espace bien défini, en fait, donc avec une font size bien cohérente entre les titres et aussi les textes. Également, pour les couleurs, on va avoir une palette de couleurs qui va être définie avec des couleurs bien distinctes représentant en fait soit une marque et autour de ça il va y avoir des teintes plus sombres ou plus claires en fait qui vont devoir entourer cette couleur pour avoir un petit peu des états. Par exemple pour un bouton, s'il est au survol il va être plus foncé, s'il est disable il sera plus clair.
Voilà. Ensuite, il y a les espacements. Les espacements sont aussi super importants. Ça permet justement d'abstraire en fait au développeur toute notion de pixel ou de rem. En fait, il va juste utiliser des mots comme small, medium, large, etc., qui seront définis par les designers évidemment. Ensuite, il y a également tout ce qui va être point de rupture, donc du coup les breakpoints, qui vont définir à quel moment on se considère plus en mobile, à quel moment on est plus en tablette, etc. Donc là, pareil, en fait, il va y avoir des propriétés qui vont être définies. Donc on va parler d'extra small, comme pour les mobiles par exemple, medium pour les tablettes et large pour les grands écrans par exemple. Donc voilà. Ensuite, il y a tout ce qui va être conteneurisation. Donc ça, c'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin de définir dès le départ un système de conteneurisation. Mais même si on doit de toute façon prendre en compte les maquettes, il doit y avoir une cohérence, avec une certaine cohérence. Sauf que là, dans notre cas, les designers utilisaient un système de grille par 12, en fait. Généralement, ils font leur maquette avec un système de grille. Donc, c'est toujours bien de se projeter là-dessus et de savoir sur combien de grilles on va travailler, etc. Donc, mettre en place clairement un système de grilles. Donc, voilà. Je te passe là. Ouais. Donc ça, c'était vraiment les fondamentaux de ce qu'est un design system, parce qu'un design system, c'est beaucoup plus grand, enfin, c'est beaucoup plus que ça. On va le voir un peu après, mais c'est vraiment là, on va montrer ce que c'est que la bibliothèque de composants, on va vous montrer comment on construit un petit peu la chose. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un design system, c'est pas juste un petit truc qu'on fait, c'est pas un projet qu'on fait, il y a un début, une fin, c'est vraiment un produit. Il faut l'envisager comme un produit parce qu'il y a toute une phase d'analyse des besoins, parce que toutes les entreprises n'ont pas besoin de faire un design system. Il y a 1000 façons de le faire, ça peut répondre à beaucoup de problématiques différentes. Et du coup, il y a toute une phase d'analyse du besoin, de voir un peu quel type de ressources on va mettre, combien de ressources on va mettre dessus, quel budget on peut allouer aussi. Il va y avoir une roadmap, il va y avoir tout un principe de suivi. C'est véritablement un produit. Donc voilà, c'est une phrase que j'avais trouvée d'une personne que je ne connais pas, mais que j'ai trouvée très vraie. Effectivement, c'est un produit qui est au service des produits, parce que c'est avec le design system, avec un design system, on va dire, complet, qu'on va continuer de construire les produits de l'entreprise. Là, nous, dans notre cas, c'était de pouvoir continuer le site en ligne Igral, et dans un futur, on va dire, moyen, long terme, pouvoir rayonner sur d'autres produits de Igral, qui pourraient être, par exemple, je sais pas, ils ont une extension de navigateur, ça pourrait être d'autres sites, etc. Et du coup, tout ça en fait dit qu'il y a globalement il y a un design system par entreprise. Il n'y a pas deux design systems qui vont se ressembler, même si des outils, de toute façon, il n'y en a pas 50. Globalement, la plupart des entreprises vont utiliser les mêmes outils. Donc, on va vous montrer ceux qu'on a utilisés. Mais c'est vu que ça répond à des besoins différents avec des équipes différentes, ils sont globalement tous différents. Là, j'en ai mis quelques-uns qui sont connus et qui marchent bien. Le gouvernement en a sorti un, je crois, il y a peut-être un an. Je crois qu'il est toujours en bêta. Il n'y a qu'une partie qui est accessible, mais il est plutôt bien fait. Après, il y a les classiques, il y a des Shopify, Maïf, etc. Les liens, ils sont assez facilement... on les trouve assez facilement. Ils sont de toute façon ouverts. Alors, on n'a pas toujours tout, mais on a au moins la partie graphique qui est accessible. Donc nous chez Igral, c'est à peu près à ça que ressemble l'écosystème de notre design system. Tout part de Figma, qui est un outil de conception graphique sur lequel on va retrouver toutes les maquettes, les couleurs, etc. Avant, on avait Zeppelin aussi, mais ils étaient un peu en concurrence, Figma et Zeppelin. Et Igral a voulu repasser uniquement sur du Figma. Je crois que c'était avant tout parce que c'était un petit peu plus puissant comme outil. Après, j'avoue que nous, on a eu un peu du mal à passer dessus parce qu'il y avait plein de choses qui étaient disponibles sur Zeppelin qui n'étaient pas forcément disponibles sur Figma. Mais c'est pas grave. On a ensuite 08. 08, je pense que c'est un outil que peu de gens connaissent. En gros, on va dire que ça peut ressembler à du storybook dans son design. Mais en fait, pour chaque composant, on peut avoir en fait des règles écrites.
Donc là, on a du design, mais c'est vraiment des règles écrites où on va mettre les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire, pas faire. Par exemple, on va avoir un drop-down. On va dire qu'il vaut mieux se limiter à, par exemple, pas plus de... Enfin, il faut avoir au minimum 3 ou 4 éléments dans un drop-down, sinon il vaut mieux utiliser des boutons radio, etc. Donc c'est tout plein de règles UX qui vont venir compléter ce qu'on peut retrouver dans Figma. Et puis on a aussi pas mal d'éléments de la marque, des éléments de langage, etc. Et ensuite, on a Storybook. Storybook, du coup, c'est vraiment une bibliothèque de composants pour les développeurs, mais qui peut être aussi consultée par d'autres parties prenantes. Typiquement, nous, le design, c'est là-dessus qui validait les composants avant que les intègre dans les pages. C'est hyper puissant. C'est très très complet, c'est interactif, et je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est une bonne partie de la presse de Victor qui va vous montrer ça un petit peu en détail. Alors, pourquoi et quand choisir de faire un design system? Alors, ça, c'est pas forcément les raisons qu'on a choisi. Enfin, c'est pas pour ces raisons-là qu'on a choisi de faire un design system, parce qu'en fait, nous, chez Igral, c'était une opportunité. En fait, quand on est arrivé avec la squad pour s'occuper de la partie refonte, de toute la partie connectée du site Igral, on voulait mettre en place un storybook parce que c'était quelque chose qu'on avait déjà vu dans d'autres missions, qui marchait bien, qui était pratique pour nous, parce que vu qu'on allait refaire plein de pages, on s'est dit, c'est parfait, parce que comme ça, on va mettre les composants sur Storybook, on va pouvoir les réutiliser, etc. Et en fait, c'est plus ou moins la base d'un design system. Et à côté de ça, on avait toute la squad, l'équipe design de Igral, qui, eux, étaient aussi en train de refaire des pages sur Figma, et qui voulaient, eux aussi, avancer sur un design system. Du coup, en fait, on s'est dit, c'est pile le bon moment en fait de mettre en place ce design system, parce que là on est dans un moment de refonte, on a des équipes qui sont dédiées à ça, c'est pile le moment de monter dessus. Voilà. Mais sinon, ce qui a motivé sûrement aussi un petit peu la décision de Igral de mettre en place un design system, parce que voilà, c'est chronophage, ça demande des ressources, du coup ça demande de l'argent. En fait, les raisons principales, c'est souvent la cohérence fonctionnelle et esthétique, avoir une seule source de vérité pour toute la partie design et UX, de gagner de la rapidité sur la construction des pages et la livraison de features, de faciliter l'onboarding des gens, de limiter les dépenses en design, d'améliorer la communication entre les équipes et de limiter l'application des efforts. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a retrouvé, nous, dans le projet? Parce que là, il faut se dire que le projet, il est toujours en cours. Il n'est pas fini, parce que de toute façon, comme je l'ai dit, vu que c'est vraiment un produit, c'est quelque chose qui ne se finit jamais vraiment. Mais là, on est arrivé à un certain niveau de maturité, en tout cas assez pour en faire un Rex. Alors déjà, sur la partie cohérence fonctionnelle et esthétique, clairement, oui, c'est le gros avantage qu'on a vu. Nous, on refait de notre côté les pages, et on refait des composants spécifiques qui vont pouvoir ensuite être utilisés par d'autres équipes sur d'autres projets. Et en fait, tout le monde on va tous avoir le même date picker, on va tous avoir le même drop-down, on va tous avoir les mêmes liens soulignés, etc. Donc oui, la cohérence multi-produit et multi-plateforme, elle est totale, quoi. Donc ça, c'est clair, c'est quelque chose, c'est le point qui est totalement respecté. Sur la partie source de vérité, là aussi, oui, parce que on n'a plus des éléments de design d'un côté, puis d'un autre, et puis on ne sait plus vraiment les versions, etc. Là, c'est clair, net, précis. On va avoir toutes les maquettes sur le Figma, les composants développés et recettés par l'équipe design dans le storybook. Et puis, si on a besoin un petit peu de savoir comment est-ce qu'on doit bien ou pas bien utiliser un composant, on peut regarder dans le 08. Donc, clairement, oui, c'est vrai. Mais uniquement si le workflow en place, il est bien respecté. Et nous, par exemple, on a eu des petites galères là-dessus. Victor, est-ce que tu veux nous en parler? C'était sur la palette de couleurs. Ah oui, au niveau des couleurs, en fait, c'est un peu le souci justement des piliers du design system, c'est que généralement, quand ils sont définis, une fois que le projet est parti et que des projets utilisent ce design system, il est un petit peu compliqué, en tout cas, de changer ces variables-là, dans le sens où il y a du breaking change. Mais ça, du coup, je laisserai parler Fabien sur ce sujet un peu plus tard. Yes. Et juste pour revenir sur la cohérence visuelle d'avant, du coup, c'est
c'est le cas, mais seulement du coup quand on a migré tous les composants. Ouais. Et actuellement, pour nous, c'est pas tout à fait une cohérence visuelle. Non, c'est au fur et à mesure, elle se fait un peu au compte-gouttes, parce que de toute façon, là, effectivement, on est sur de la refonte. Donc, ouais, c'est vrai. Ensuite, sur la partie gain de rapidité, alors ça, c'est non. On y croyait, alors, non sur le court et moyen terme. Parce que sur le long terme, on gagne totalement en rapidité sur la construction de pages, livraison de features, etc. Mais sur le court et le moyen terme, pas du tout. Nous, d'ailleurs, on s'est fait un petit peu avoir là-dessus. On pensait qu'il y aurait un véritable effet d'accélération au fur et à mesure et que on livrerait de plus en plus vite nos pages et que tout se passerait, qu'on accélérerait de manière exponentielle. Ça n'a pas été le cas parce que en fait, nous, il y a un détail qu'on n'a pas respecté dans les prérequis, mais du coup qui était un peu inhérent à la mission aussi. C'est que ce design system, on l'a créé vraiment au compte-gouttes. Si on avait du coup en amont fait tous les composants dire classiques, hein, c'est-à-dire le bouton, les spacing, les couleurs, les liens, les drop-down, etc. Oui, effectivement, là, l'effet de rapidité, d'accélération, on l'aurait senti beaucoup plus vite. Mais là, en tout cas, vu qu'on le faisait au compte-gouttes et que créer un composant, le mettre dans le design system, le faire recéter, l'intégrer sur la page, c'est beaucoup plus long que juste créer son composant sur la page et au pire, les trucs seront dupliqués, etc. Le gain de rapidité, nous, là, on le voit que maintenant, en fait, et ça fait presque 1 an qu'on est dessus, quoi. Donc, sur le court et moyen terme, pas du tout. Sur le très long terme, oui. Sur la partie faciliter l'onboarding des nouvelles personnes, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Oui, clairement, c'est hyper facile. Il y a un nouveau designer qui arrive, il a toutes les infos, tous les éléments de langage. Sur Storybook, il a tous les éléments interactifs, il y a un workflow qui marche bien, etc. C'est hyper facile et du coup, tout est forcément à jour parce qu'il y a un workflow qui l'oblige. Donc oui, ça, clairement, c'est un gros avantage. Limiter les dépenses dans le design. C'est vrai que j'avais vu cet atout du design system un peu plusieurs fois dans des articles. Moi, j'avoue, j'avoue, on l'a pas vu parce que, mine de rien, tu utilises Figma, tu vas utiliser du coup du Storybook, tu vas utiliser d'autres outils qui sont payants pour lesquels il faut acheter des licences. Et en fait, tu démultiplies quand même pas mal d'outils. Donc, j'avoue, limiter tes dépenses dans le design, je vois pas trop. Après, effectivement, ça se lie avec le fait que on va redévelopper les composants qu'une seule fois, etc. Donc oui, mais sur la partie purement limiter les dépenses dans le design, j'avoue, je vois pas trop. La partie meilleure communication, pareil, hein, vu qu'il y a un workflow qui est en place, forcément, ça va casser un peu les silos qui peuvent être dans les entreprises. Ça force par exemple, la squad design et les développeurs, ça va forcer la communication. Et puis, vu que ça force la communication, il va y avoir des chans sur par exemple, nous, on a des Slack qui vont se créer spécifiquement pour ça. Forcément, vu qu'il y a une roadmap qui est dédiée au design system, on va avoir forcément des meetings qui sont liés à ça. Et en fait, oui, effectivement, quand tu mets en place un design system, en fait, c'est pas que tu vas avoir une meilleure communication, c'est que tu es obligé d'en avoir une, en fait. C'est un peu... Et limiter la duplication des efforts, ouais, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je ne vais pas trop me répéter non plus, sinon on va sortir des clous au niveau timing, mais effectivement, vu que tu développes un composant qu'une seule fois, et qu'après, du coup, vu que c'est vraiment fait comme un composant, qui est stateless, qui n'a pas de métier dedans, qui peut être utilisé sur plein d'autres projets parce qu'il est bien fait et qu'il est fait pour, oui, en fait, nous, là, voilà, on a développé un data picker. Demain, pour la partie connectée du site, demain, on a besoin d'un data picker sur une autre partie du site, il peut être implémenté, c'est le même, en fait. Les développeurs, ils ne vont pas avoir besoin de redévelopper le composant. Donc là, il y a un effet de scalabilité qui est quand même assez énorme. Donc c'est clairement un gros avantage. Il n'y a plus de chaque développeur travaille de son côté et puis fait ses petits composants. Et puis après, on se rend compte que tiens, il y a telle personne qui développait tel truc. Et du coup, ah oui, tiens, il faudrait que ce soit un peu raccord. Là, il n'y a plus du tout ça, quoi. Et pour conclure sur toute cette partie-là, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour le faire
en fait, il n'y a pas de meilleur moment que le moment où on a du temps et de l'argent, parce que c'est quelque chose de très long. Les effets les effets positifs, ils se voient que sur le court terme, il n'y en a pas vraiment. Ça se voit sur le moyen et le long terme. Donc, faut surtout pas se dire, tiens, on va mettre en place un design system parce que là, on a tout un lot de grosses features qui va sortir. Ça pourrait être bien, c'est l'occasion de le faire. Non, non, il faut pas le faire. Il faut le faire en amont, quand il y a du temps et qu'il n'y a globalement pas grand-chose d'autre à faire, parce que ça va bloquer pas mal de gens. Ça va occuper du temps, ça va prendre de l'argent. Le design system, il faut le faire le plus tôt possible et quand il y a le plus de temps possible. Voilà. Et maintenant, on va passer à la partie sur la création du design system avec un peu nos retours de comment est-ce que nous on a fait ça. Je dirais juste que le design system, c'est comment dire, c'est nous, on était une task force, hein, vraiment une équipe qui était dédiée à ça en partie, parce que du coup on faisait le site, enfin une partie du site, mais que c'est quelque chose, normalement c'est un vrai processus, c'est-à-dire qu'il va y avoir une phase d'analyse du besoin, il va y avoir une phase où on va un petit peu regarder tous les composants qu'on va pouvoir commencer à prendre, ensuite on va les faire, on va les faire tester, on va revenir en arrière sur certaines choses. En vrai, c'est un vrai processus, c'est pas une véritable ligne droite. Nous, là, on l'a vu, en tout cas, les palettes de couleurs, il y a eu plusieurs retours sur des composants. On a des évolutions. Là, globalement, tous les 2 sprints, il y avait des évolutions sur des composants qu'on utilisait. Enfin, c'est quelque chose de vraiment d'itératif, comme c'est pas un cycle en V, quoi. Et puis, du coup, je vois pas comment est-ce qu'on peut créer un design system sans avoir un board dédié, une roadmap. Nous, typiquement, on avait un Jira pour l'équipe, parce qu'on utilisait Jira, mais du coup, d'autres produits, hein, genre Asana, etc. Là, même si Asana, c'est pas fou. On avait vraiment un Jira qui était dédié à la squad pour toutes les pages qu'on refaisait, etc. Et un Jira qui était dédié uniquement pour le design system. Et avec une roadmap qui joignait un peu les deux. Du coup, avant de créer ce design system, on avait quelques contraintes techniques à respecter. Donc la première, c'était d'être compatible avec Symfony et donc le moteur de template Twig, ce qui voulait dire que nos composants devaient être faits du coup en full CSS pour pouvoir être incorporés dans des macros Twig. Ensuite, la seconde notion du coup, c'est que vu que c'est du Symfony, il y a aussi toute une notion de SEO à respecter. Donc du server-side rendering qu'on ne peut pas faire avec Symfony. Et le second aspect, c'était d'être compatible avec React, car du coup, on avait un développement en cours d'un micro front-end qui était écrit en React. Ensuite, des contraintes que nous n'avions pas, c'était d'être compatible avec IE seulement avec les navigateurs récents. Et ensuite, on a fait donc des recherches par rapport à ces contraintes. Donc, on a pensé Web Component, mais on n'est pas parti du coup là-dessus, car pour le SEO, c'était pas forcément le meilleur moyen. De plus, du coup, c'est pas compatible avec SSR quand on fait du Symfony. Il faudrait être en Full.js. On a aussi pensé du coup à des librairies qui existaient déjà, comme MUI, Chakra, NTD Design, Tailwind CSS. On n'est pas parti non plus sur ces solutions, car pour la plupart, c'est du CSS in JS et du coup compliqué à étendre. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la stack technique, donc on utilise du React, du TS, Rollup, donc c'est pour build la librairie, et ensuite du SAS, du BEM, et la CI/CD donc était déjà présente au sein de d'Igral. Et ce qu'on utilise en plus, c'est donc le registre privé de package NPM sur GitLab. Au slide d'après, du coup, donc là, c'est en gros la combinaison des outils que nous, on utilise. Donc en gros, la combinaison de React, TS et Storybook nous permet de générer une documentation assez facilement, donc à l'aide de la JSDoc, comme on peut voir du coup sur le screen qui est à gauche. Donc en gros, on écrit chacune de nos propriétés avec le tag JSDoc pour définir nos propriétés. Ensuite, on étend en général chacune de nos propriétés d'un composant, soit d'un élément natif, soit d'un composant existant. Là, sur l'exemple, c'est du coup un élément HTML div. Ensuite, autre point fort du coup de Storybook, c'est d'avoir un bac à sable qui permet de visualiser et interagir du coup avec les différentes variations de composants.
Et second aspect de TS, c'est d'avoir de l'autocomplétion du coup avec l'IDE, ce qui permet aux développeurs de développer beaucoup plus rapidement. Ouais, et moi je reviens sur l'aspect bac à sable sur lequel je veux vraiment appuyer parce que pour moi c'était un gros point positif. Là on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais alors là si vous voyez ma souris, là on a du coup là notre composant c'était celui-là, hein, c'était du coup là le pouvoir Yes, c'est changer ça. le page size par exemple quand on a un tableau et qu'on veut afficher 10 ou 50 éléments. Moi je suis pas tech par exemple. Et bah, du coup, sur Storybook, je vais avoir cet élément-là et en fait, je peux interagir avec. C'est-à-dire que je peux voir qu'effectivement, si je passe ma souris au relever, il va se passer ça. Si je clique dessus, je vois qu'il va se passer ça. Et en fait, c'est hyper puissant parce que demain, j'ai besoin d'aller parler, je sais pas, avec quelqu'un du service client et qui me dit, bah, tiens, moi, sur cette page-là, j'aimerais bien qu'il y ait ce composant, enfin, j'aimerais bien que l'utilisateur il puisse faire ça parce que ça nous aiderait bien et puis ça nous déchargerait d'une charge de travail, par exemple, je sais pas. Et ben, je peux lui dire, tiens, regarde, nous, on a ce composant-là qu'on utilise sur les pages, et puis je lui montre le storybook, et puis je peux lui dire, regarde, là, je peux changer, bon, là, ça se voit pas trop, parce que il n'y a pas d'éléments que je peux modifier, mais si, par exemple, il y avait du texte, etc., je peux modifier un texte, je peux modifier des choses, rajouter des éléments, je dire, regarde, tu vois, moi, sans code, je peux te montrer à quoi pourrait ressembler le composant qui est sur la page, et ça fait gagner un temps fou, et c'est hyper interactif, en vrai, le côté bac à sable de Storybook, il est trop bien. Pierre, tu peux du coup cacher la notif parce que ça cache certaines choses au niveau de l'écran. Et pour la partie de Victor, yes, merci. Ouais. Donc du coup, par rapport à notre approche, c'est vrai qu'on devait rester compatible avec le HTML, Twig et React. Donc du coup, si on vient de CSS in JS, il faut se réconcilier avec SAS. Et en fait, c'est vraiment fait pour. En fait, on va générer toutes les variables du design system en utilisant les CSS Custom Properties, et les rendre accessibles pour tout le monde. Avec ça, également, on peut générer les CSS Utility Class, genre un peu à la Tailwind pour ceux qui l'ont utilisé, et donc également générer aussi des classes de composition système de grille, qui sont tous générés dans des fichiers CSS et qui peuvent être utilisés par toutes les équipes. Donc ça, c'est top. On a ensuite une approche au niveau de la conception des composants, une approche Atomic Design. Donc pour résumer un peu l'Atomic Design, c'est un atome, c'est un élément de base. Les molécules, ça correspond à des groupes d'atomes formant une unité. Et les organismes, ça peut être des éléments un peu plus complexes qui peuvent être composés de groupes de molécules ou d'atomes, plusieurs atomes. Les templates, ça va être plus tout ce qui va être structure générale de contenu, un squelette, quoi. C'est de la composition. Et ensuite, les pages qui contiennent tout ça réuni, quoi. Donc, dans le design system, on ne va pas dépasser en général les molécules. On va rester sur des atomes. Par exemple, là, on a un icône, on a du texte, et avec ces deux atomes, on va pouvoir créer un bouton, en fait, qui va être une molécule. Et alors ça, du coup, c'est pas quelque chose qui est purement technique, hein. C'est un principe de composition qu'on retrouve dans le milieu du design, hein, parce que voilà, les organismes, les templates et les pages, globalement, c'est ce qu'on va retrouver après sur Figma, quoi. Enfin, même s'il y a aussi les atomes et les molécules, mais en tout cas, c'est pas du tout quelque chose de purement technique. C'est vraiment un principe de composition, de design. Complètement. Et pour entrer un petit peu dans la technique du coup, ce qui va super bien avec cette approche, c'est BEM, qui respecte un petit peu, ça. Donc on utilise la méthode OBM, c'est connu, c'était déjà utilisé avant aussi qu'on arrive, et avec cette approche atomique, c'est parfait. On va utiliser des CSS custom props dans les classes, locales ou globales, pour justement, par exemple, le tiret large, là, dans cet exemple. Le modifier va uniquement changer, en fait, les CSS custom properties. Donc, du coup, on ne va pas avoir les problématiques de surcharge qu'on a d'habitude dans les composants. En fait, c'est complètement natif. Donc, si quelqu'un a déjà vu un point d'exclamation importante, bon, avec ça, on est tranquille. Il n'y a pas de souci.
Ensuite, alors avec les CSS classes, plus React, plus TypeScript, en fait, on a mis en place un système de React Custom Properties. Donc, il ne faut pas vraiment le confondre avec CSS Custom Properties. C'est un peu un abus de langage. Mais en vrai, en React, on ne veut pas utiliser les CSS Utility Class un petit peu à la Tailwind directement, en fait, dans le composant via un attribut class name. On veut, au lieu de ça, avoir une approche React. Pour ceux qui ont utilisé le design system Chakra, en fait, on a eu la même approche. En fait, on définit des propriétés avec de l'autocomplétion. Là, par exemple, dans l'exemple, on a une box, en fait, qui est juste un composant qui génère une div, tout simple. Et en padding, on va dire, en padding, je veux un padding en M. Et donc, derrière, en fait, ça va générer uniquement la classe, la CSS Utility Class, qui est allouée à ça. Et en fait, ce qui est cool, c'est que les intégrateurs peuvent utiliser avec les CSS Utilities Class, et nous, on peut l'utiliser en properties un petit peu à la Chakra. Donc ça, c'est super cool. Ensuite, et vu qu'une des principaux piliers du design system, c'est évidemment les breakpoints. Donc, pour toutes les notions de padding, par exemple, ou de margin, ou en fait, tout ce qui va être définir le design system, on va avoir cette notion en fait de breakpoints. Donc, en fait, ici, on a une box, par exemple, qui va avoir un padding. Pour XS, on ne veut pas de padding, on veut 0 de padding. Pour small, donc les mobiles, on veut un padding en S, donc small. Medium, c'est pareil, en M, etc. En fait, pour toutes les règles custom properties, on va avoir une approche, si on n'est pas... une approche media queries, en fonction des différents breakpoints qui ont été définis. Du coup, comme toute librairie ou dans notre cas le design system, on ne doit pas proquer de BC Break. Du coup, BC Break, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ne pas engendrer de rupture de compatibilité. Donc en général, dans une version mineure ou correctif de notre design system, on ne supprimera du coup jamais de propriété dans un composant. On va ajouter du coup une balise JSDoc deprecated, ce qu'on peut voir du coup sur le A01. Ensuite, on ajoute aussi potentiellement du coup un console log, un console warning, comme montrait Pierre du coup à l'instant, qui permet d'informer le développeur que la propriété sera bientôt supprimée. Ensuite, on informe du coup les équipes des changements à venir, et à la prochaine version majeure, du coup, on supprime les propriétés qui sont dépréciées. Ensuite, donc, on a aussi mis des standards. Donc, Conventional Commit permet de générer du coup automatiquement le changelog par rapport au message de commit. Voilà. Enfin, ça fait partie des standards qu'on a pu mettre en place sur le design system. Ensuite, on a mis en place donc sur la CI/CD le déploiement du package NPM. Donc, il y a deux façons de distribuer la librairie, donc soit via le package NPM sur GitLab, soit via un CDN, du coup, qui nous fournit du coup les CSS, les fonts et les images. Donc, dans notre cas, pour le Symfony. Et du coup, on utilise le package NPM pour notre micro front-end React. Voilà. Donc ça, c'est le workflow à peu près qu'on a tenté d'établir. Donc on a quasiment toutes ces étapes-là, à part la partie test, où actuellement on a très peu, on n'a même pas du tout de test UI. Mais donc en gros, la première étape, c'est de construire du coup les composants. Ensuite, il y a la partie qui est la review, donc qui est d'examiner les pairs du coup par les développeurs, et ensuite il y a un examen visuel du coup de chaque composant par un designer. Donc ensuite les tests, donc dans notre cas des tests unitaires. Ensuite on fait la documentation qui permet du coup d'accélérer l'adoption ODS, et du coup la dernière étape c'est de distribuer du coup le design system aux différentes équipes. Voilà à peu près le workflow du coup de la création du design system. Ouais, sur les tests, c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses qu'on voulait mettre en place. Après, là, nous, c'était plus par manque de temps, parce que pareil, mettre des tests en place, c'est assez chronophage. On voulait mettre en place des tests visuels sur Storybook aussi, je me souviens, on cherchait un moyen Chromatique du coup, mais ouais, solution payante, et on n'est pas forcément parti là-dessus. Et qui coûtait un peu cher aussi.
Après, on avait vu que, ça, alors, je me souviens plus forcément dans le détail, mais que là, si le design system, nous, enfin, c'est pas ce qu'on a fait, hein, mais si le design system, on le passe en ouvert, enfin, en tout cas en open source, ouais, il y avait pas mal il y avait quelques logiciels qui devenaient gratuits aussi. Chromatic, par exemple, du coup, est gratuit si on est open source. Ouais. Du coup, c'est quelque chose à considérer parce que c'est vrai qu'il y a les gros design systems connus, du coup, ils sont en open source, quoi. Du coup, la partie suivi est mise en place. Du coup, ça, c'était Victor. Ah ouais. Donc du coup, pour tout ce qui va être communication, en fait, le plus important, c'est de communiquer autour d'une librairie, d'un design system que tout le monde va utiliser. Donc l'idée, l'approche par rapport à ça, c'est de faire des sortes de workshops, d'un petit peu déjà voir un petit peu comment ça fonctionne en premier lieu, et ensuite de faire plus des workshops autour du design system, comment créer un composant, comment créer une React Custom Pros, par exemple, et commencer un petit peu à impliquer les différentes équipes qui vont utiliser ce design system, et donc de la façon la plus interactive, du coup, en présentation. Donc ça, c'est les impliquer le plus tôt possible là-dedans, du coup, parce que du coup, c'est un outil pour tout le monde en interne. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que vu que là, on était intervenu vraiment là en tant que, je redis le truc à chaque fois, mais task force, il n'y a que nous qui travaillons dessus au début sur le design system, et puis on a commencé à faire rayonner ça un petit peu aux autres squads, et donc effectivement, comme disait Victor, on a commencé à mettre au fur et à mesure en place des workshops avec une squad, puis une autre, puis encore une autre, pour intégrer vraiment les gens au fur et à mesure dedans. Et puis au début, je crois qu'ils faisaient les composants de leur côté. Ensuite, nous, on faisait de la review de composants, surtout pour leur expliquer un peu comment on faisait les choses, etc. Et puis, à fur et à mesure, maintenant, en fait, on fait même plus du tout la review de leurs composants, parce qu'en fait, ils les font eux-mêmes dans leur propre workflow de squad, quoi. Et effectivement, il y avait une grosse importance de faire des workshops avec d'autres squads pour commencer à faire rayonner le truc, parce que même au-delà d'apprendre aux gens à l'utiliser, il y a, parce que c'est un produit, le design system, on n'est pas obligé de l'utiliser. Du coup, il y a toute une partie de marketing un peu interne à faire pour déjà en parler aux équipes, pour leur dire qu'il y a un design system qui existe, qu'il y a un nouveau workflow qui existe, et faut que les gens ils l'utilisent, parce que si personne ne l'utilise, en fait, c'est un échec total, hein. Voilà. On va pouvoir passer à la partie conclusion. Ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, voilà, c'est ce que je disais au tout début, c'est que sur la partie, chez Igral, en tout cas, là, on arrive à un certain niveau de maturité sur le design system, parce qu'il maintenant, il est utilisé par d'autres squads, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Donc là, on a vraiment des gens qui l'utilisent. C'est en production, c'est pas encore utilisé partout. Comme disait aussi Fabien au début, c'est progressif parce que c'est pas encore utilisé sur tout le site. Il y a encore des anciens éléments qui vont être remplacés progressivement. Mais voilà, donc là, on est arrivé à on a je pense qu'on a fait 95%, voire 99% de tous les petits composants qui existent. Et maintenant, on est presque plus que sur de l'évolution de composants qui ont été créés, parce qu'on se rend compte que finalement, ça marche pas un petit peu partout, parce que, finalement, on préfère ça un peu différemment, parce que on a eu des retours positifs ou négatifs sur telle ou telle chose. Mais voilà, on a un système qui est relativement complet. Je sais pas, après, Victor, Vincent, s'il y en a un de vous qui veut dire quelque chose sur des trucs qu'on aurait pu faire différemment. Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que on s'est peut-être jeté un petit peu vite dans le design system. En fait, on a essayé de faire ça en parallèle de la refonte de page, alors qu'on aurait peut-être dû, c'était un des prérequis dont parlait Fabien au début, on aurait peut-être dû faire un peu plus d'investigation sur faire une liste de composants, en fait, qu'on retrouve sur toutes les pages, et en fait commencer par ça, peut-être déjà avant d'attaquer les pages.
peut-être qu'on aurait gagné plus rapidement du temps là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Yes. De toute façon, ouais, comme tu disais, un design system, faut le faire en amont. Donc ça, c'est un des prérequis, je pense, pour que ça se passe bien et surtout pour gagner en rapidité sur le court terme et long terme. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on aurait fait du coup différemment. Je suis d'accord. Ouais. À un moment aussi, on trouvait que Storybook, c'était un petit peu lourd, je crois aussi. Je sais pas s'il y en a un de vous qui veut faire un commentaire sur le fait que c'est un peu l'usine à gaz sur la fin, quand tu ranges pas bien les choses, quand tu fais pas les bons nommages, quand tu sépares pas bien, quand tu fais trop de story, et tout ça aussi qui est un peu complexe. Yes, mais après, il y a tellement de fonctions. En fait, c'est sûr que le souci, c'est qu'on connaissait peut-être pas toutes les fonctionnalités de Storybook, mais à force de l'utiliser et de regarder tous les exemples, c'est un outil quand même qui est très puissant et qui permet de faire pas mal de choses. Et finalement, ça pourrait être même la source de vérité, Storybook, parce qu'on peut faire de la documentation, on peut interagir, on a des exemples de code. Donc, c'est d'ailleurs, on montrera juste après, mais il y a un article de Storybook qui dit comment créer son design system depuis leur outil. Donc, En fait, c'est vrai que ça pourrait être la source of truth finalement, plutôt que Figma. Parce que d'ailleurs, Figma, c'est vrai qu'on a eu pas mal de problèmes quand on est passé de Zeppelin à Figma, en fait. Figma, il y a plein de choses sur lesquelles il n'était pas au niveau de Zeppelin. Et je sais que du coup, le truc qui était un peu dommage, c'est que dans Zeppelin, vraiment, voilà, on avait nos spacing, on les retrouvait facilement, c'était bien, ça nous disait, ça c'est un spacing S, ça c'est un XS, machin. Chose que dans Figma, on ne retrouve pas du tout. Et on a perdu un petit peu de cette force. C'est un peu dommage. Ouais. Moi, j'aurais gardé Zeppelin. Le problème, c'est que le souci, c'est qu'ils étaient sur Figma. Ils avaient des routines pour tout passer, pour leur passer leurs maquettes, leurs composants sur Zeppelin. Et il y avait un temps de retard, en fait. Et du coup, déjà qu'on n'était pas en avance, mais quand on tombait sur un composant à implémenter, on était le plus souvent dans 0.8, qui était en avance, lui, sur Zeppelin. Donc, du coup, on se retrouvait... On n'utilisait pas vraiment Zeppelin. Enfin, il y avait un temps de latence. Et donc, du coup, on était obligé. Du coup, ça ne peut pas fonctionner, c'est sûr. Okay. Et peut-être un mot sur le dernier point, ce qui vous concerne un petit peu plus d'ailleurs. Yes, du coup, comme disait Victor, c'est faire des workshops, communiquer et en fait, à chaque fois qu'il y a des nouveaux composants, le communiquer le plus possible aux équipes pour qu'ils l'utilisent au plus vite. Voilà, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter du coup, Victor. Ouais, pour tous les amoureux du CSS in JS aussi, du pur CSS, ça fonctionne très bien aussi. C'est du natif et voilà, j'ai redécouvert un petit peu tout. En fait, les navigateurs optimisent énormément au niveau du CSS, tout ce qui va être style et tout ce qui est aussi application React. Donc voilà, ça marche très bien ensemble. Voilà. Ouais, et moi j'insisterai peut-être juste sur ce dernier point, sur un élément. Au tout début, c'est vrai que du coup, on manquait forcément d'expérience et de recul sur la création et la mise en place de composants. Mais je sais qu'on a perdu pas mal de temps au début quand on a commencé à ouvrir un peu le design system à d'autres squads pour qu'elles puissent un peu collaborer, faire aussi des composants. On n'a pas assez insisté sur comment est-ce qu'on crée vraiment un composant, qu'est-ce qu'un composant, pourquoi est-ce qu'en fait il faut le penser sans métier, qui est vraiment pas du tout de métier et qui puisse être utilisable partout, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Mais ça, peut-être qu'on n'avait pas assez insisté au début, et au final on s'est retrouvé à un moment avec une liste longue comme le bras de composants à review de d'autres squads, et en fait on se rendait compte que derrière on avait mal expliqué certains points et qu'en fait il fallait qu'on reprenne intégralement certains composants. Voilà. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles il y avait du métier, du coup forcément on ne peut pas l'utiliser ailleurs. Du coup, nous, ça ne nous convenait pas parce qu'on ne peut pas l'utiliser de notre côté, mais eux, ils pouvaient l'utiliser de leur côté. Enfin, c'était... Là-dessus, on a perdu pas mal de temps aussi. Mais, voilà. Mais ça, c'était vraiment parce qu'on n'a pas vraiment expliqué l'idéologie de la création du composant dans un design system. Voilà. Comme on disait, là, on a mis 2-3 références. Je crois qu'on partage la présentation, il me semble. Donc, vous pourrez... accéder au lien. Mais effectivement, celui qui est vraiment cool, c'est le premier.
Il est disponible hein, si vous tapez Storybook, hein, vous verrez, ils ont un blog, puis du coup l'article est disponible, mais il est vraiment très 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 complet et ça vaut vraiment le coup d'aller y jeter un œil. Et du coup, on va pouvoir passer à la séance de questions, si les gens ont des questions, parce qu'en plus on est pile dans les temps, je crois, parce qu'on avait dit 10 minutes et on a 11 minutes. Voilà. Si vous avez des questions aussi pour moi, qui suis le client. oui, parce que du coup, voilà, on avait tellement confiance en nous qu'on a invité le client aussi, Nicolas. Salut Nicolas. Salut. Après, je peux ajouter un petit détail aussi sur le design system. Effectivement, le fait de faire un projet en même temps qu'un design system, il faut avoir un client qui accepte ça, parce que on sait qu'un design system, c'est long. Ah, il y a mon chat qui me crie dessus. Excusez-moi. Et aussi sur le fait qu'il faut que les designers soient solides, quoi. Il faut vraiment qu'ils aient aussi envie de faire ce projet-là, parce que si vous l'entamez, par exemple, sans les designers, ça sera impossible. Enfin, je pense. Hein. Ah, mais totalement. Tu peux pas faire ça sans les designers. Ouais. C'est impossible. Et ça je passe pense presque d'eux, en fait. Oui, ce que j'allais dire, c'est que justement, on parlait de driver le design system. Enfin, pour que ça soit adopté par tout le monde, je pense que ça va passer globalement par les designers. D'ailleurs, chez nous, on a déjà Julien. Pourquoi je dis toujours Fabien à chaque fois à la place de Julien? Il y a Julien chez nous qui est le designer principal, qui commence déjà à vouloir l'utiliser sur l'admin, par exemple. Et je sais qu'il y a d'autres projets qui vont se créer côté fintech. Ils vont aussi du coup réutiliser le design system, parce qu'ils vont créer aussi leur propre micro-fontaine. Voilà, c'est aussi pratique quand on est dans un objectif aussi, je dirais, de split. Si on a un monolithe, c'est pas forcément indispensable, mais dès qu'on commence à avoir des projets séparés, etc., si on veut garder cette cohérence, c'est là où le design system va vraiment avoir un intérêt. Que vous ne retrouverez pas si vous avez un truc vraiment très standard avec les mêmes équipes qui bossent sur les mêmes sujets. Là, c'est vraiment une approche différente pour vous. Ouais, complètement. Du coup, est-ce que quelqu'un d'autre avait d'autres questions, des points qu'il avait envie de revoir? N'hésitez surtout pas. Au pire, si vous êtes timide, vous pouvez les mettre par écrit. Non, bah, du coup, c'est qu'on a été super clair, c'est cool. Et qu'on a été super complet, qu'on a balayé tous les sujets, bah, trop bien. Ouais, du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Victor, Fabien, je sais pas s'il y a un petit mot que vous voulez rajouter. Non, c'est bon. Non, pareil. Top. Ok, super. Bah, en tout cas, merci tout le monde. J'espère que notre ex vous aura plu. Parce qu'on y a passé quand même, on y a passé pas mal de temps, de sueur. Mais au final, on est très content de ce que ça donne. Et en plus, du coup, moi, Nicolas, je savais pas que ça allait être utilisé là, par exemple, là, sur admin. Donc, je suis content que ça perdure. Donc, c'est cool. Yes.